Il faut parler encore de la crise anglophone? Est-ce qu'il faut parler de la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest finalement? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous sommes déjà dans la 10e année de cette crise. Comment la qualifier? Comment la comprendre aujourd'hui? Encore et encore des morts. Sur cette question, on en te parle à Moïse Mbok pour qu'on avance. Justement, qu'est-ce qui se passe dans le nord-ouest avec ces nombreux morts qui sont encore enregistrés 10 ans après le déclenchement de cette fameuse crise? D'accord. Déjà, en 30 secondes, je vais rapidement dire une chose qui est importante. Vous avez suivi le professeur, le président Bessala et moi-même, nous parlons aussi pour le compte de l'opposition. Et nous pouvons dire qu'il faut que les pouvoirs publics retiennent très bien. Nous ne sommes pas fermés au dialogue. Il ne faut jamais qu'on pense que, en nous associant à une réflexion, on va se bloquer, on va se buter, on va refuser d'échanger. Non. Il y a 43% de Camerounais qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec cette façon de fonctionner. De plus en plus, il faut les associer, les intégrer, communiquer avec eux. Et c'est comme ça qu'on décrispe le pays. Si on veut qu'il y ait un dialogue franc et sincère et qu'on évolue comme une nation, il ne faut pas qu'on ait peur des autres. Intégrons les autres et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Ça nous ramène donc à la situation de nos On est toujours là, dialogue, voilà. Puisqu'il y a eu le grand dialogue national en 2019 voilà. Avec pratiquement les mêmes critiques. Le problème au Cameroun, c'est qu'il faudrait que nos gouvernants intègrent une fois pour toutes qu'ils sont ceux qui encadrent, mais ils encadrent des gens qui réfléchissent, qui pensent, qui ont des besoins, qui ont des attentes, qui ont des actions et même des réactions. Et aujourd'hui, la difficile situation du Nozo qui met tout le Cameroun mal à l'aise est l'expression de ce besoin urgent de dialogue, mais certainement avec d'autres acteurs que les acteurs qu'on a eus précédemment et les fruits n'ont pas porté. Il faut donc aujourd'hui qu'on pousse la réflexion de manière à ce que toutes les entités du Nozo soient intégrées dans la consultation de manière responsable. On a les chefs de famille qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. On a les chefs de quartier, on a les FON, on a toutes ces autorités locales, et leurs élites, comme ils appellent, internes et externes, qui devraient pouvoir compter aujourd'hui. On a même ceux qui sont enfermés, qui sont en prison, qui étaient présentés comme les têtes de file de cette activité-là. Mais il faudrait aujourd'hui que ceux qui gouvernent, à moins qu'il y ait des raisons qu'on ne connaisse pas, qui soient tellement graves, qu'ils doivent absolument être enfermés, s'il y a possibilité d'ouvrir le dialogue, déjà soit en les libérant, soit en les associant à une forme de communication, je pense qu'on va aller progressivement dans la décrispation d'un problème qui, le professeur Onang le disait, il n'y a pas un problème qui ne peut pas être résolu. Ce problème-là peut être résolu à condition de l'aborder de manière, j'avais dire, humaine, responsable et même respectueuse des personnes qui sont en face. Ça fait 10 ans, mais en 10 ans, ça a commencé par des revendications corporatives. On a 20 revendications, on en a satisfait une 28, après c'est devenu le command law à l'ENAM, et puis après tout est devenu parfaitement dans le bilinguisme, et puis le problème persiste parce que, et vous avez suivi lors du grand dialogue, certains qui estimaient que certaines familles sont privilégiées au détriment des autres. Certains ont des facilités d'insertion, comme l'honorable Dimi Lobe disait, contrairement aux autres. C'est les mêmes qu'on prend, c'est les mêmes qui dirigent, c'est les mêmes qui commandent. On a eu l'impression que ça allait changer, mais en face, quand vous vivez une réalité que vous décriez, et vous avez l'impression que ce n'est pas pris en compte, vous vous radicalisez davantage. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas de manière pointue dire que le problème là-bas, ce n'est que ceci, ce n'est que cela. On ne peut que ramasser. Et maintenant, souhaiter que les différents acteurs également soient sincères, que ceux qui sont en face puissent parler sans avoir peur de représailles. Parce que nous sommes dans un état où vous dites la vérité, on vous prend déjà comme un ennemi. Vous dites ce que vous pensez, même en pleurant, on dit « Ah, vous cherchez déjà un autre problème ». Donc finalement, si on veut résoudre cette situation du Nozo, on doit prendre en compte tous les acteurs qui font la vie de ce côté-là. Maintenant, il y a deux camps. Vous avez des fils du tiroir, normalement, qui ne sont pas d'accord avec un type de fonctionnement qui était au départ dans l'esprit de la sécession. Ils ne voulaient pas continuer avec ce Cameroun dans cet état. Un dialogue a été initié. Il me semble donc que ceux-là sont descendus d'un cran et le banditisme a pris le dessus. Le banditisme, c'est donc ceux-là qui sont devenus subitement des généraux,
on ne sait pas d'où ça sort. Ils sont devenus subitement des chefs de gang, on ne sait pas d'où ça sort. Donc ils se sont fabriqués une milice, c'est pour ça que pour moi c'est des bandits. Fabriquer une milice où on agresse, on vole, on tue, on pille, on attaque même les forces de l'ordre qui sont pourtant venus pour amener la paix et la calmie. Eux, c'est un autre cas, il faut les gérer autrement. Et c'est eux qui ont assassiné ces 14 personnes, ces jeunes, ces enfants, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il faudrait que, pour sortir, que les Camerounais, dans la globalité, comprennent que cette situation n'est pas une affaire contre les anglophones, ou alors dire qu'ils n'aiment pas le Cameroun, ou ils ne veulent plus rester avec nous, mais c'est qu'on les écoute de manière responsable. Et tout ce que l'anglophone lambda, dans son village reculé là-bas, pose comme problème, qui perd la route, qui perd l'électricité, qui perd l'adduction d'eau, qui peut être l'école, qui peut être l'emploi, qui peut être les facilités sociales, que ce soit pris en compte. Le père a dit qu'il a la main tendue, non? Que sa main là s'étende jusqu'aux différents acteurs de cette zone-là. Nous vivons quoi actuellement à Aristide Manda? Est-ce que c'est toujours cette crise qui a été déclenchée en 2016 avec les morts qu'on enregistre aujourd'hui, malgré la tenue de ce grand dialogue national, malgré le statut spécial qui a été accordé à ces régions-là? Il y a eu la création d'une section Common Law à l'ENAM. Il y a même un budget et des opérations de reconstruction qui ont commencé dans le nord-ouest et le sud-ouest avec des financements. Il y a le DDR qui se déploie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment comprendre ces tueries qui se poursuivent? J'ai personnellement vécu avec émotion, vraiment effroi et consternation, le massacre de 14 personnes, dont je crois 5 enfants. Je voudrais qu'il me soit permis, à titre personnel, et au nom du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, d'adresser tout d'abord mes condoléances aux familles si durement éprouvées et endeuillées. C'est un drame inqualifiable, indescriptible. Je vais, pour aborder cette question, me situer sur un plan spirituel, qui est aussi transversal, parce que ce n'est pas parce que je suis chrétien. Le 5e commandement est clair. Tu ne tueras point. C'est-à-dire que les injonctions du Seigneur sont sans équivoque. J'ai dit avant qu'on entre dans le fond, pour analyser, pour aller au grand dialogue, pour revenir à 72, tout ce qu'on veut, on peut mettre à l'intérieur. Nous sommes interdits d'ôter la vie à un être humain, et qui plus est un enfant. Vous comprenez notre émotion, notre tristesse. Nous sommes nostalgiques du temps où nous avons vécu en face. Où moi-même personnellement, je sais que j'ai été à Limbe, j'allais à Bertois, à Boya, à 5h, à 22h, je rentrais à 5h, on allait bringuer. C'était le Cameroun tel que nous l'ont légué nos aïeux, tel que nous l'aimions, et tel que le président Biya le souhaite encore aujourd'hui. Quand le problème est apparu, je crois en fin 2016, début 2017, les revendications, elles étaient catégorielles, elles étaient sectorielles, c'était les avocats, c'était les enseignants, c'était légitime. Informé de la situation, le patron, le président Biya a pris la mesure, il a instruit un certain nombre de canevas. Vous en avez évoqué quelques-uns que je ne veux pas renflouer. Je ne veux pas dire que tout a été fait. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer? Comment peut-on en arriver que des gens mis en déroute? Parce que quand vous faites le sondage, moi j'en ai essayé d'en faire. J'ai causé avec des frères de cette partie du pays. En leur âme et conscience, croyez-moi, et ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe, parce que, primo, ce n'était pas ça l'esprit et le sens de leurs revendications initiales. Oui. Et de deux, l'objectif poursuivi n'était pas d'ensanglanter notre pays. Croyez-moi, même si le fédéralisme est une revendication, même s'il y en a qui estiment qu'ils ont été bernés en 72, pour avancer, il faut se pardonner. Mon plaidoyer était un plaidoyer de paix profonde. Je voudrais que ceux qui nous entendent, les populations en l'occurrence, comprennent qu'elles sont investies d'une responsabilité particulière face à l'histoire. Ces mamans qui voient leurs enfants aller en forêt, ces enfants, c'est-à-dire que la dépravation, que les stupéfiants ont complètement abruti, ceux qui tirent les marrons du feu en profitant de l'industrie de la guerre
rendront compte à Dieu, rendront compte à leur conscience, peut-être à la conscience collective. À côté de ces discours émouvants, peut-être personnels ou idéalistes, peut-être, je voudrais dire que quand même, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du président Biya, a initié un certain nombre de choses. Il y a une batterie de mesures, somme toute, quand même, parce que je peux vous dire, pour ne prendre que de simples petits exemples. Pas dire qu'il y en a même qui en profitent. Quand vous allez dans un ministère comme celui de l'enseignement secondaire, vous voyez comment est-ce que, entre guillemets, il faut bien comprendre ce que je dis. Par exemple, les postes sont répartis là-bas. On s'est dit, il faut complètement lâcher du lest. Lorsque vous voyez comment si nos compatriotes se sentaient marginalisés autrefois, au jour d'aujourd'hui, comment ils ont fait irruption. C'est-à-dire comment est-ce que l'administration, pour ne parler que d'elle, et aujourd'hui, je ne voudrais pas dire envahir, les termes sont bien entre guillemets pour que vous me compreniez. Donc tu compliques trop. Non, Que met les anglophones partout. Elle enlève les francophones dans les lycées à Douala partout. Elle met les anglophones. On croyait que ça allait amener la paix. Dis ça. Mon frère, non, lui, ça vraiment. Non, moi, je peux pas dire les choses, mais c'est vrai. C'est mieux en mieux représenté. C'est vrai. Non, c'est ce que je voudrais dire. J'ai convoqué cet exemple sur une si c'était une injustice, c'est réparé. Voilà, c'était voilà. Non, j'en viens. Pour dire que quand même, au jour d'aujourd'hui, je veux vous parler par exemple du CNDDR, chez Fayengo Francis. Aucun de nos jeunes frères qui a désisté, qui est parti de la forêt à déposer les armes, n'a inquiété au jour d'aujourd'hui. C'est une réalité. C'est quelque chose de palpable et de très concret. Pour vous montrer que le procès qui fut fait au gouvernement autrefois d'être radical est un procès abscon qui n'a plus de place au jour d'aujourd'hui. C'est un problème d'interprétation. C'est pour manifester de la bonne foi. Le président Biya est formel. Il faut privilégier le dialogue. Il faut entreprendre autant que faire se peut. Tout ce qui peut construire et bâtir la paix, c'est-à-dire ça passe par l'idéal de justice, de vérité, des actions de développement concrètes, des moyens colossaux. Ils sont investis. Et ça peut donc vous permettre un peu d'embrayer sur ce que pour faire un rétro-pédalage. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés à l'heure actuelle, où les gens estiment, et ont raison, ils doivent vivre mieux, c'est parce que nous sommes bloqués. Une grande partie de nos ressources sont injectées dans ce conflit qui n'a pas de sens pour des frères qui s'aiment. Quand nous sommes à Yaoundé, ici, vous voyez Yaoundé 3, Yaoundé 6, vous voyez bien ce qui peuple ces quartiers. Est-ce qu'un seul a été inquiété? C'est pour dire à nos amis occidentaux, à la communauté internationale, qui est souvent tentée de croire tout ce qui est déversé sur la toile et des rapports complètement débiles, que le Cameroun est un pays où il fait bon vivre, où les dirigeants se soucient du peuple dont ils ont la charge, et que, à contrario de ce qui est déversé, ils travaillent pour que les gens vivent en paix. Comme je vous ai dit, mais pour parvenir à cette paix, il est bon à un moment donné que nous puissions nous pardonner. Sans doute il y a eu des erreurs, mais allons-nous, du fait de ces erreurs, rester arc-boutés pour que nous ne puissions pas en sortir et que nous perdions de vue que nous sommes une nation? Voilà ce qui est fondamental. Je vais continuer le développement, mais je voulais poser le décor afin que vous compreniez qu'au jour d'aujourd'hui, il existe pas une typologie, une classification de francophones, anglophones, ou un gouvernement qui serait en train de marginaliser. Au contraire, il a à cœur de résoudre cet épineux problème, je vous en prie, et que ce soit les puissances qui ont intérêt, ou ceux des nôtres qui sont tapis de l'autre côté et qui sont sauvegardés, et qui sèment le chaos, le moment est venu. Ça n'a que trop duré. D'accord, ça fait nous en appelons... Oui, ça fait au moins 10 ans, pour ce qui est de la partie ouverte. C'est ça. Oui. Je vais développer tout à l'heure sur les actions entreprises, de manière concrète, qui nous permettent d'arriver à la désescalade. On revient au second tour, professeur. 10 ans que ça dure. Docteur Moïse Mbok pense que c'est davantage du banditisme actuellement sur le terrain. Vous êtes de cet avis? Oui. Mais comme on dit, on fait son lit comme on se couche. Ceux qui ont sémé ce chaos, c'est eux qui sont principalement responsables de ce qui se passe. Et on le leur avait dit dès le départ. Là, vous parlez de qui? Je parle de ceux qui ont sémé le chaos, qui ont cru qu'ils pouvaient sortir de la République du Cameroun par la violence, au nom de la marginalisation, vraie ou fausse,
de nos concitoyens d'expression anglaise, que nous appelons commodément les anglophones. Vous savez, les problèmes communautaires et culturels sont des problèmes très difficiles à gérer pour les sociétés, parce qu'ils fonctionnent largement sur des effets de perception. Le problème est simplement lié à la configuration du Cameroun. C'est-à-dire le seul fait que ceux que nous appelons commodément les anglophones soient beaucoup moins nombreux que les francophones est déjà perçu comme un facteur d'oppression, avant même qu'il y ait ou pas des effets de marginalisation. Ça veut dire que les minorités extrêmes se sentent systématiquement en danger. Qui est danger ou pas? Bien, l'État du Cameroun a fait ce qu'il a fait pour essayer de corriger. Il peut même encore aller plus loin. Encore que même quand il essaie d'aller plus loin, ça suscite des effets paradoxaux. Parce que l'une des choses, c'est quoi? L'une des choses, c'est que pour résoudre les problèmes d'asymétrie, il y a une solution simple, mais que personne ne veut. C'est la création d'un seul système, avec 2 langues. Oui. Mais si vous le dites, vous aurez une opposition fondamentale venant de la partie anglophone du Cameroun. Puisqu'il y a même déjà un autre problème qui se pose contre les anglophones d'origine francophone, qui sont présents dans le système de formation anglophone. Qui sont de plus en plus nombreux. Oui, mais qui pose un problème parce qu'on considère qu'ils viennent encore occuper des places qui sont censées être celles des anglophones. Vous voyez la complexité du problème. Malheureusement, les violences vont continuer pendant encore au moins 25 ans. Malheureusement. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Pas un peu... Voilà pourquoi il ne faut jamais... Non. Voilà pourquoi il ne faut jamais entrer dans ce genre de mécanisme. Quand on disait aux gens, attention, ils pensaient que c'était des amusements. Quand je vois des Camerounais appeler... je vois des Camerounais appeler la guerre ici de part et d'autre, le jour où ça arrive, vous voyez ce que ça signifie. Ce n'est pas un jeu. C'est clair. Ensuite, moi je connais bien les gens qui ont animé cette affaire depuis le départ. Et ce n'est pas une affaire de corporatif. On vous raconte des histoires. C'est quelque chose qui a été préparé pendant près d'une décennie. Et à partir de 2010, ça a été préparé de manière systématique. Ce n'est pas une affaire de corporation. Les avocats ont fait que c'est des histoires. Et je vous parle parce que moi, j'ai eu toute la documentation parce qu'ils pensaient que je leur étais favorable. Ok. C'est clair. Ils pensaient que je leur étais favorable. Donc, j'ai eu tout la... C'est pour ça que je disais que ce qu'ils vous racontent là, ça va conduire à autre chose. Maintenant, il faut réparer. Mais la réparation se fait d'abord de l'intérieur. C'est ça. Parce que les dégâts sont d'abord intérieurs. Les frères ont tué les frères ont tué les sœurs ont tué les frères. Et ça fait beaucoup de dégâts dans les communautés à la base. Avec un esprit de vengeance. Quand je sais que c'est vous qui avez fait tuer ma famille, un jour ou l'autre, je vais aussi essayer de me venger. Ça, c'est l'une des choses les plus difficiles à régler dans ces 2 régions-là. C'est-à-dire les rancunes qui naissent des violences qui ont été commises par des gens qui vivent dans les mêmes communautés. Et c'est très difficile à réparer. Deuxième chose, vous suscitez une affaire comme ça, vous mettez donc des armes, c'est-à-dire un instrument de pouvoir coercitif dans les mains des populations de base. Après, vous êtes surpris qu'il y ait le désordre. On n'entre pas n'importe comment dans une dynamique de mobilisation armée. Voilà pourquoi les fronts de libération font un travail d'éducation politique. Si vous ne faites pas ce travail, après vous êtes surpris que ce soit des bandits qui passent le temps à faire des kidnappings, à rançonner les gens, à menacer les gens, jusqu'à menacer même les gens qui les soutiennent. Ouais. Il y a plein de groupes sociaux ici qui ont soutenu ce mouvement. Après, c'est eux-mêmes qui ont fui pour aller demander à l'État du Cameroun, venez nous protéger. Il y a des gens qui faisaient des messes basses, au sens propre du terme. Quand on a commencé donc à attaquer
Ces confessions, c'est eux qui sont encore allés voir l'État du Cameroun, venez nous protéger. Voilà donc les risques de la violence. Ça va être difficile à réparer. Maintenant, l'État a mis en place le statut spécial. À l'État du Cameroun, de lui donner une vraie profondeur. C'est ça. Il faut prendre les choses au sérieux. Si on dit statut spécial, on donne à ce statut spécial une vraie profondeur qui essaie donc d'intégrer les attentes qui sont les attentes des gens qui viennent de ces régions. Encore qu'au niveau de la complexité nationale, M. Limbi Lobé, qui était au dialogue national, le sait, quand on a dit statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest, d'autres régions sont venues aussi revendiquer. Moi, j'étais contre le statut spécial. Voilà, oui, vous étiez comme, vous savez que d'autres régions ont donc voulu aussi avoir d'autres régions. Voilà, le statut spécial. C'est ça donc la complexité de la gestion. La reconstruction va se faire difficilement. Parce que le problème, il est d'abord mental, moral et culturel. Il faut d'abord soigner les têtes. C'est quand ces têtes-là seront complètement soignées qu'on pourra également réparer l'environnement matériel, le rétablir. Parce que, je finis là-dessus, beaucoup de choses ont été détruites. Le travail de l'État, en termes d'équipement, a été détruit. Oui. Le travail social même fait par les ressortissants de ces régions, tout ce qu'ils ont construit comme acquis, les écoles, tout ça a été détruit. Donc finalement, le résultat de ce mouvement-là, c'est quoi? C'est le mouvement même qui a donc vraiment marginalisé les deux régions, en détruisant déjà ce qu'il y avait et en créant des besoins supplémentaires pour l'État qui à la fois doit gérer le problème au niveau militaire et sécuritaire et doit maintenant le gérer au niveau social et économique. D'accord. Abel Limbi Lobé, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on doit pouvoir lire cela comme l'inefficacité des mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics? Oui, bien sûr. Si vous avez un problème et que vous élaborez les solutions et que le problème persiste, c'est que la solution ne correspond pas au problème. C'est simple. On a dit des choses extrêmement importantes qui me font vous dire une fois de plus à vous tous qui nous écoutez que le père spirituel de ce pays s'appelle André-Marie Mbida. C'est lui qui nous a amenés au premier gouvernement sans verser une seule goutte de sang. Et tous ceux qui ont appelé à l'effusion de sang au nom de l'engagement politique, aucun d'eux n'est arrivé au pouvoir. Je suis contre l'utilisation de la violence en politique. Toute forme de violence. Je l'ai dit depuis toujours. Et il persiste dans ce pays des individus qui magnifient, qui font ouvertement l'apologie de l'utilisation de la violence. On prend des criminels qui ont versé le sang, on dit qu'ils sont des héros. Et au nom de la liberté d'expression, cela se dit tous les jours. Vous voyez donc ce que l'utilisation de la violence amène? Parce que la violence porte en elle-même quelque chose qui lui est consubstantiel, c'est l'engrenage. C'est l'engrenage. Expliquez-moi un peu. Ceux qui ont coupé la tête de Florence Ayafor, qui était anglophone, devant les caméras de télévision, ils menaient quel combat politique? Quand on a égorgé Florence Ayafor, depuis que toi tu es né, tu as déjà vu on égorge un être humain. Vraiment. On prend sa tête comme ça, on montre. C'était pour obtenir quel résultat politique? On voulait quoi? Quand tu veux l'indépendance, tu égorges Florence Ayafor. C'était Ayafor qui refusait l'indépendance. Je ne comprends pas. Cette question, je peux la ramener à maintenant. Quand vous voulez les bons résultats des élections, vous allez détruire la maison du recteur. Vous brûlez la maison de Fempan pour Denise. Donc, tous ceux qui instillent dans la culture qui se met en place l'idée que l'action violente peut donner des résultats parce qu'en face,
vous avez des gens qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre, ils se trompent. Parce qu'une fois que vous mettez la lutte politique dans le registre de la violence, vous utilisez des gens que vous n'avez pas éduqués. Parce que, a priori, vous n'éduquez personne pour être violent. Et sur lesquels vous n'avez même pas contrôle. Vous utilisez des gens dont vous n'êtes pas certain de contrôler jusqu'au bout. C'est ça. Vous utilisez des gens qui peuvent avoir des valeurs morales et politiques autres que les vôtres. C'est ça. Et qui, à un moment donné, vont donc vous échapper pour se livrer à ce qu'elles veulent elles-mêmes. Les tueries qui se sont toutes, sans exception, la plus fantasmagorique a commencé avec celle d'Ayafor. Elles se sont poursuivies. Aucune d'elles n'était une tuerie politique. Ceux qui ont effectué ça, personne ne les connaît comme des acteurs politiques. À l'avance de la tuerie ou après la tuerie, il n'y a jamais eu une revendication politique pour dire que nous égorgeons Ayafor parce que nous voulons ceci. Donc nous avons toujours été, dès le début... Vous attaquez à la communauté Bororo. Vous attaquez à la communauté Bororo. C'est ça qui va avec des massacres systématiques dont les donneurs de leçons ne parlent jamais. Parce ce sont les Bororo qui vous marginalisent. Voilà. Ce sont les Bororo qui nomment les gens. Si vous êtes fâché parce que vous n'avez pas de postes, c'est les Bororo qui donnent des postes. Les vaches Bororo que vous avez égorgées, vous avez tué, vous avez détruit ce bétail, ça contribue à la solution de quel type de problème? Mais quand j'ai fini de dire ça, je reviens ici pour dire ce que j'ai dit au grand dialogue. Cette culture qui veut que le contrôle politique soit adossé sur des considérations démographiques du genre, nous sommes les plus nombreux, est un comportement porteur de germes de crise politique partout dans le monde. En Ukraine, la minorité russe, à qui on a dit dorénavant vous n'allez plus parler russe, sont entrés en guerre. Et la guerre dépasse les Ukrainiens aujourd'hui. Et quand les Russes disent donnez-nous alors nos frères russes, vous restez avec votre Ukraine, ils refusent. Mais en même temps, ils ne reviennent pas sur les actes qui ont généré la crise en disant on va décider de marginaliser les Russes, on enlève ça. Ce monsieur qui est président là-bas, il ne revient pas sur la loi qu'il a prise interdisant de parler le russe. Le russe, tout à fait. Il aurait pu dire ok, j'ai fait ça, c'était une erreur politique. Je reviens au Cameroun. Je reviens au Cameroun. Oui, il y a eu marginalisation. C'est nous qui avons posé le problème de la marginalisation de la communauté anglophone. Ça a permis d'arriver avec des ministres de souveraineté anglophone. Refuser ça, c'est un déni dangereux. Et dans cet esprit, j'ai dit au grand dialogue, concernant ma propre communauté, que nous sommes venus ici pour parler des anglophones. Le chef de l'État a dit de parler au-delà de cela. Moi qui ne suis pas pour qu'on change la forme de l'État, je vous annonce donc que c'est ce comportement qui veut que, sous le prétexte que certaines personnes, certaines communautés sont nombreuses, établies au littoral, et organisent l'élimination systématique des littoraliens, des postes qui leur sont constitutionnellement et légalement dévolus, est chrysogène. Pour le moment, on dit que les Sawa sont faibles, ils sont ceci. On disait la même chose pour les anglophones. Le jour où un fou Sawa, n'importe lequel, va prendre les armes ici, on reviendra au troisième grand dialogue. Laissez que les Sawa existent. De même que nous devons laisser que les anglophones existent. Tout à fait.
N'essayons pas quelque chose qui fait qu'on considère qu'ils sont combien. Parce que les salaires sont combien? Vous prenez un poste de député, il y a 19 sièges de députés qu'on a donnés au littoral. 9 sont occupés par des gens qui ne sont pas du littoral. Ça nous coûte 1,3 milliard de francs au minimum dans l'argent que le Parlement donne au littoral. Ceux qui ne sont pas du littoral, qui s'asseyent à la place des littoraliens, captent une partie de cet argent en concurrence d'1,3 milliard sur les 2,9 milliard. On a compris. On a bien compris le lien. Comprenez? On a très bien compris le lien. Je fais ce lien pour que les efforts qui sont faits pour amener le calme ne soient pas perturbés par une autre crise qui aurait des origines semblables. D'accord. Je termine. Avant cette campagne électorale présidentielle, je vous ai dit ici que nous n'aurons jamais la paix si nous ne donnons pas aussi le pouvoir aux anglophones. On a dit que je suis fou. Les anglophones même que j'ai voulu soutenir, eux-mêmes n'arrivent pas à assumer publiquement la revendication. Mbok a parlé de l'honnêteté dans l'affirmation de ces revendications. Est-ce que ce qu'on dit comme cause du malaise, c'est ça la vérité? C'est pour ça qu'on pose la question. Oui, il y a des problèmes des avocats, ils ne veulent pas que les notaires, ils ne veulent pas que il y ait des notaires, parce que c'est les anglophones. Donc, vous réclamez maintenant de la Grande-Bretagne, plutôt que du Cameroun. C'est ce qui est en Grande-Bretagne que vous préférez. C'est pour ça que vous avez égorgé à Yafo. D'accord, merci pour ça. Je termine. Ça va faire la deuxième. Laisse que je termine. Abel. Laisse que je termine maintenant. Il ne faut pas qu'après tu dis qu'on te marginalise. Hein? Oui, je vais même dire ça. Non. Là, ce serait ce n'est plus honnête. Là, ce n'est plus honnête. Donc, je suis en train de dire que ne mettons pas, nous les francophones, nous ne devons pas oublier que c'est nous qui avons versé le sang dans ce pays pour l'indépendance. Salomon Tandemouna, Djongu Foncha ont amené la communauté anglophone à la souveraineté, à l'unité nationale sans verser une seule goutte de sang. Et quand on est arrivé dans l'unité, on a commencé à dire qu'eux, ils sont combien? Ça fait 63 ans que nous avons le pouvoir. D'accord. Et nous ne voulons pas leur donner le pouvoir. On envoie les mandats à la télé. Expliquer que mais on est ensemble. Quand on est ensemble, mandat, on partage. Ouais. Les francophones ont confisqué le pouvoir. D'accord. Organisons-nous au nom de la recherche sincère de la paix et de la stabilité de ce pays pour que la communauté anglophone aussi accède au pouvoir. De même que nous nous sommes battus pour qu'elle accède à de hautes fonctions, comme tu le disais si bien, au niveau du ministère de l'Éducation. Oui, les anglophones n'avaient jamais eu un poste de souveraineté, comme l'administration territoriale, comme l'éducation, comme ils n'ont jamais eu jusqu'à maintenant un poste au ministère de la Défense, comme ils n'ont jamais eu aux finances, et bien d'autres. D'accord, mais ils ont eu... Il faut qu'on pense à leur donner ça. Merci Abel, c'est clair. Nous avons le pouvoir derrière nous. C'est déjà dit. Mais dans 7 ans, ça sera de combien? 32. D'accord. Hein? Oui. On donne le pouvoir aux anglophones qu'ils aillent régler ces questions-là. Ça ne va pas nous on a cette situation.